Cette présentation vise à montrer la trajectoire pour les filles et les femmes excisées ou à risque de l'être au niveau des centres d'accueil collectifs pour demandeurs d'asile. Donc pourquoi une trajectoire sur les mutilations génitales féminines? Eh bien, c'est pour répondre aux différents textes européens et nationaux en Belgique en ce qui concerne l'accueil et le droit d'asile. Donc il y a des directives européennes au niveau de l'asile et de l'accueil qui montrent bien que les mutilations génitales féminines et les violences sexuelles représentent une situation de vulnérabilité qui doit être identifiée le plus précocement possible afin d'offrir un accompagnement de qualité. Donc on est vraiment dans ce cadre-là. On a aussi la Convention d'Istanbul qui rappelle que les procédures d'asile et l'accueil doivent être sensibles au genre, qu'on doit par exemple proposer systématiquement une traductrice si la femme désire que la traduction soit faite par une femme. Donc il y a différentes choses qui sont demandées aux États. Au niveau de la loi belge de l'accueil du 12 janvier 2007, les mutilations génitales féminines aussi sont considérées comme appartenir donc à un groupe vulnérable et ça nécessite alors qu'il y ait un accompagnement psychomédico-social et juridique. Les mutilations génitales féminines, comme vous voyez sur la carte, viennent vraiment de toutes les parties du monde. Donc même si on a l'Afrique subsaharienne qui représente la plus grande partie, on a aussi le Moyen-Orient, on a aussi l'Asie avec l'Indonésie, certaines communautés en Inde, au Pakistan. Donc c'est vraiment important d'avoir cette carte en main. Et vous voyez que cette carte-là fait partie vraiment des outils qui sont donnés dans les centres de demandeurs d'asile pour aider à l'identification des femmes et des filles excisées. Qu'est-ce qu'on sait du contexte belge? On sait, d'après la dernière étude de prévalence menée en Belgique, qu'au 31 décembre 2016, il y avait 1155 filles et femmes à risque d'excision ou déjà excisées qui étaient hébergées dans le réseau d'accueil. Et ce qui est important à noter ici, c'est que dans les premiers pays, on a 3 pays, Somalie, Érythrée, Djibouti, qui sont concernés par le type 3, l'infibulation, qui est un type d'excision particulièrement sévère qui va nécessiter une prise en charge médicale. Donc c'est très important au niveau du bureau et des services médicaux dans les centres d'être formés par rapport à l'infibulation. Donc, cette trajectoire mutilation génitale féminine, elle s'inscrit dans le projet Asile et Migration, FGM Global Approach. C'est un projet qui a été mis en œuvre par les 2 associations spécialisées GAMS et Intact en 2016 et 2017 en Belgique, qui visait à élaborer cette trajectoire afin d'apporter une approche commune au niveau du réseau d'accueil. Donc ça s'est fait vraiment de manière participative avec à la fois des gens du siège et des gens du terrain, du service social et service médical, des différents services d'accueil. Donc il y a eu toute une série de réunions pour aboutir à ce texte et à cette trajectoire. Quel est l'objectif de cette trajectoire? C'est de ensemble définir les modalités d'un parcours, un trajet à partir du moment où on arrive en Belgique, on entre dans un centre, une structure d'accueil jusqu'à sa sortie, de voir comment on peut identifier les mutilations génitales féminines ou le risque de mutilation génitale féminine et l'accompagnement des familles. Quels outils pratiques on peut mettre en place ou donner aux professionnels pour les aider, et aussi comment on stimule la prévention. Ce n'est pas juste accompagner des femmes excisées, mais voir comment on va préparer les parents à protéger leurs petites filles qui sont nées en Belgique ou qui vont naître en Belgique. On a dû répondre à des questions pour cette trajectoire qui était quel est le meilleur accompagnement social, médical, psychologique, juridique pour les femmes excisées, qui est responsable de quoi, comment on va centraliser les informations et sous quelle forme et à qui s'adressent les messages de prévention, qui peut faire le relais entre les structures d'accueil et les services externes.
Donc la première étape de la trajectoire, c'est l'identification. Qu'est-ce qu'on entend par le mot identifier? C'est le processus via des questions ou l'utilisation d'outils pour repérer une personne qui a subi une mutilation génitale féminine ou qui court le risque d'être soumise à cette pratique. Donc on veut identifier qui? On veut identifier à la fois des enfants ou des femmes adultes qui sont originaires d'un pays qui pratique les mutilations génitales féminines. Et c'est là où la carte va être très très utile. Donc on ne vous demande pas d'apprendre par cœur les pays, mais d'avoir cette carte voilà, près de vous quand vous faites des entretiens. Donc dans quel service on va identifier? Ça peut se faire en fonction des centres, au niveau du service social, qui est souvent le premier intake au niveau du service social, ou au niveau ça peut être les deux, du service médical. Quand est-ce qu'on va faire cette intake médical ou social et cette identification? Ça va se faire si possible dans les 30 jours. Ce n'est pas toujours facile de parler de l'excision lors du premier entretien. Parfois, ça va être lors du deuxième, lors du troisième, en fonction de comment on se sent à l'aise et des autres problèmes qu'on doit aborder avec la personne. Donc, comment ça se fait? Il faut être proactif. On a eu des témoignages d'assistantes sociales qui nous ont dit: moi, si la dame ne me parle pas d'excision, je ne vais pas lui en parler. Mais mettez-vous à sa place, ce n'est vraiment pas évident d'aborder ce sujet-là sur la table comme ça directement, quand on ne parle pas bien la langue, qu'on ne connaît pas le pays, enfin, ça touche la sphère intime, la sexualité. Ça veut dire qu'il va plutôt, ça va plutôt être à l'intervenant, au médecin, à l'assistante sociale, d'amener la question via des questions ouvertes, en fait, le sujet. Et donc là encore, c'est la carte qui va vraiment être utile pour aborder la question. Vous pourrez très bien repartir de la carte en disant: ah, je vois que vous venez de Guinée, que vous venez de Djibouti, que dans votre pays, on pratique une tradition qui consiste à couper en bas le sexe des femmes, ou vous pouvez dire exciser. En général, on n'utilise pas le mot mutiler, mais vous pouvez dire avoir subi la tradition ou couper en bas au niveau du sexe. Et vous pouvez dire: est-ce que ça concerne votre communauté? Est-ce que vous en avez entendu parler? Et alors là, les femmes vont pouvoir vous dire si elles l'ont été ou qu'elles l'ont été, mais que ces petites sont intactes. À partir du moment où la dame vous dit: oui, je fais partie d'un groupe concerné par l'excision, vous allez ouvrir alors ce qu'on appelle la checklist qui a été créée dans le cadre de ce projet, qui va permettre de décrire tout ce que vous faites. Donc sur la checklist, on a le nom, le prénom de la femme, sa date de naissance, le pays d'origine, et puis à chaque fois vous allez avoir des questions: oui, non, est-ce qu'elle vient d'un pays qui pratique, est-ce qu'elle est elle-même concernée, déjà excisée ou à risque, quel est le statut des enfants par rapport à l'excision. Donc ça va vous permettre entre collègues de communiquer au sujet de la problématique, qu'est-ce qui a déjà été abordé ou pas. Ce sera un peu votre carnet de bord. Donc c'est très important quand on a une famille de demander le statut de la maman d'excision, mais aussi des petites filles. Et dans une fratrie, on peut avoir une aînée qui est excisée et les petites à risque d'excision. C'est important de travailler avec une traductrice, un traducteur qui est quelqu'un qui est formé à la problématique pour être sûr que le message ne va pas être déformé, parce qu'il arrive que si on prend quelqu'un de la famille, ou par exemple de prendre le mari, que le mari, surtout si la femme a subi des violences, ne va pas tout traduire. Parfois, lui peut être l'auteur des violences, et donc si vous commencez à aborder plus largement la question des violences sexuelles ou d'autres formes de violences, la femme ne sera pas à l'aise. Donc c'est important de voir la femme seule à un moment donné pour s'assurer qu'elle n'a pas été victime d'autres violences, même que les mutilations génitales féminines, et de travailler avec des traducteurs formés. Je sais que ce n'est pas évident toujours, et parfois on utilise quelqu'un de la communauté dans le centre, mais le GAMS peut mettre à disposition des relais communautaires formés pour ces sujets très sensibles. Une fois qu'on a identifié que la dame faisait partie d'un groupe à risque, elle était elle-même excisée ou à risque, ou ses filles,
on aborde la question de l'accompagnement. Donc là encore, la checklist va avoir une deuxième section qui va concerner l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on entend par accompagnement individuel? C'est tout l'accompagnement psychomédico-social. Il y a des informations qui doivent être données à la femme, donc c'est important, c'est elle qui est le sujet, hein, elle doit être au centre de sa trajectoire, mais c'est elle qui va choisir. Donc vous pouvez tout lui expliquer, ce qu'on peut proposer au niveau de soutien médical et psychologique, mais c'est elle qui doit dire je suis prête maintenant, oui je veux ou non plus tard. Et parfois il y a des femmes qui ne souhaitent pas aller tout de suite voir un médecin, qui viennent juste d'arriver dans le centre, qui ont eu un parcours très difficile et elles reviendront vous voir peut-être 1 mois ou 2 mois après. Donc il faut respecter aussi ce temps-là. C'est elles qui sont maîtres de leur trajectoire. De quoi est constitué l'accompagnement? Une grosse partie va être la sensibilisation, la prévention, les messages autour de l'excision. Un premier accueil peut être fait au niveau du GAMS, qui est une association spécialisée au niveau de la prévention. Donc vous pouvez voir quelle est l'antenne qui est la plus proche de votre centre. Et un accompagnement individuel peut se faire, un premier accueil où on aura des messages de prévention qui seront donnés et on pourra inviter la femme aussi à participer à des activités de groupe. Donc elle pourra participer à des activités mensuelles, hein, des ateliers pour femmes adultes, mais on a aussi des ateliers pour femmes enceintes. Les hommes sont aussi les bienvenus si vous avez des familles où l'homme est aussi venu. Et lors de ces ateliers, il y a vraiment une déconstruction autour des fausses croyances, autour de l'excision, pour amener les gens à réaliser l'importance de protéger leur enfant. Donc, le GAMS a formé des relais communautaires qui peuvent vous être d'une grande aide au niveau des différentes étapes de l'accompagnement. Vous pouvez nous contacter et on vous dira quelles sont les langues disponibles. Et en fonction de l'adresse de votre centre, on verra qui pourra venir vous aider pour traduire. Il y a 3 messages clés qui sont à donner dans tout ce qui concerne la sensibilisation. C'est que les mutilations génitales féminines ont des conséquences néfastes pour la santé des femmes et des enfants. Les mutilations génitales féminines, c'est le deuxième point, sont interdites en Belgique. Donc on peut aller en prison si on participe ou on organise une excision. Et la troisième chose, c'est que les mutilations génitales féminines sont une crainte fondée pour obtenir l'asile sur base soit des conséquences de l'excision, soit du risque pour les petites filles. Donc cela sera présenté tout à l'heure au niveau juridique. Donc l'accompagnement au niveau psychomédico-social, qu'est-ce qu'on peut proposer? La première chose à faire, c'est le certificat médical qui va certifier que la maman a été excisée, que les petites filles ont été excisées ou sont intactes. Donc c'est très important, même pour les enfants intacts, de faire des certificats médicaux. Il y a un modèle du CGRA qui est disponible, téléchargeable sur leur site. Donc c'est important que le certificat médical suive ce modèle obligatoire. Donc le certificat peut être fait par un médecin formé du centre. Si le médecin n'a pas été formé, il peut adresser la femme ou les enfants vers un médecin référent. Il y a une liste disponible au niveau du CGRA des médecins formés. Quand le médecin voit qu'il y a une complication de type un kyste d'inclusion dermique, une infibulation, des douleurs très très importantes et qu'il n'arrive pas à faire le diagnostic de cette problématique-là, il peut référer la femme vers un centre spécialisé. C'est ma vie à Bruxelles, au CHU Saint-Pierre, ou alors la Vrouwen Clinique à Gand. Le suivi psy est aussi très très important, donc là aussi lors de la première rencontre ou la deuxième rencontre au centre, au bureau médical, si le médecin repère des signes de trauma, de troubles psychologiques, c'est important de référer la femme aussi vers un psychologue ou une psychologue. Et très important aussi de demander si le professionnel, la psychologue, accepte de faire des attestations. Parce que parfois, on a des femmes qui ont été suivies pendant 1 an et au moment où elles demandent une attestation
un rapport d'expertise de leurs problématiques psy, on leur dit « Ah non, nous n'établissons pas de rapport », alors que ça peut être utile au niveau de son dossier de demande d'asile. Alors, l'accompagnement, c'est aussi l'accompagnement juridique. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir été victime de violences basées sur le genre, et les mutilations génitales sont par excellence une violence de genre. Les filles ont été excisées parce qu'elles sont nées des filles. On peut prétendre à une protection internationale, soit pour soi-même parce qu'on souffre de conséquences de l'excision, soit pour les enfants parce qu'elles sont à risque d'excision. Donc la femme, si on s'en réfère à la Convention d'Istanbul, a le droit à avoir un avocat formé sur ces problématiques qui peut la défendre au niveau de sa demande de protection internationale. Et donc ce sera important comme pièce pour son dossier de donner ces certificats médicaux, que ce soit certificat d'excision, certificat par une psychologue. Et ce sera important aussi de bien préciser, parce que comme c'est un sujet tabou, on a du mal à le présenter, qu'au moment de l'interview au CGRA, que la femme ose dire toutes les violences qu'elle a vécues, et donc il faut aussi la préparer à ce qu'elle aborde cette question de son intimité, de sa sexualité lors de l'audition au CGRA, parce qu'il y a des femmes qui peuvent être surprises qu'on leur pose la question. Qu'est-ce qui va se passer à la sortie ? Eh bien, il faudra s'assurer que la femme reparte avec toutes les coordonnées importantes pour son suivi médico-social. Donc ça, c'est important aussi. Lorsque la femme est transférée dans une autre structure collective du réseau ou dans une maison sociale, que cette fiche-là, que la checklist, en fait, puisse servir de guide pour le service médical ou social qui va continuer à suivre la femme. Et on sait déjà où on est rendu. On sait que le médecin a déjà été vu, que la femme est en cours de suivi par une psychologue, et on sait la date du prochain rendez-vous. Donc ça permet d'éviter des rendez-vous ratés lors d'un transfert de centre. Quand la dame sort du centre, qu'elle a été avec ses enfants reconnue réfugiée, c'est important d'expliquer à la maman ou au père que l'enfant devra se présenter tous les ans devant un médecin formé pour faire un examen médical, s'assurer que la petite fille est toujours intacte puisque c'est la condition pour laquelle elle a obtenu la protection internationale. On fait toujours un rappel de la loi aussi en partant, et il y a des petits passeports qui ont été faits dans les différentes langues pour rappeler la loi belge et l'interdiction d'exciser en Belgique, même si ça se fait à l'étranger. Donc ça, c'est important de rappeler aux familles que même si l'excision a lieu à l'étranger lors d'un voyage, c'est aussi punissable par la loi belge. Lorsque l'enfant va aller dans des services de prévention comme l'ONE ou à l'école, dans les services de promotion de santé à l'école, c'est important aussi de rappeler aux médecins de l'ONE ou à la travailleuse médico-sociale ou aux médecins de l'école que c'est une enfant qui présente un risque d'excision parce que la maman est excisée, et ça permettra en fait aussi aux services de prévention de faire leur rôle et de faire un suivi avec les parents. Donc ce qui est important, c'est vraiment de voir chaque fois qu'il y a une période charnière, qu'on sort d'un service pour aller dans un autre, c'est important qu'il y ait ce transfert d'informations pour la prévention des enfants. Donc chacun a son rôle à jouer dans ce transfert d'informations où ça se passe dans le cadre du secret professionnel partagé et en transparence avec les parents. Donc comment cette trajectoire est mise en œuvre? Il y a un protocole interne dans chaque structure. Donc chaque structure, Croix-Rouge, fait d'asile ou partenaire, a adopté la trajectoire en son sein. Et dans chaque centre, il y a 2 personnes ressources qui ont été formées, en général une personne du service médical, une personne du service social. Et justement, cette checklist partagée entre le service médical et le service social permet une bonne coordination de l'accompagnement. Et donc maintenant que la trajectoire a déjà démarré, on a déjà du feedback des centres qui nous disent que ça permet vraiment une transmission fluide de l'information entre les 2 départements. Important à dire, les personnes ressources
ne sont pas les personnes qui doivent tout faire. Ce n'est pas parce qu'elles ont suivi les formations que toutes les tâches leur retombent dessus. Donc chacun, chacune est responsable de la mise en œuvre de la trajectoire. Donc les personnes ressources sont plutôt un backup, une deuxième ligne pour les collègues. Quand vous avez un problème, vous pouvez faire appel à elles. Donc les personnes ressources ont été formées en 2017, on les a revues en décembre et tous les ans il y aura des supervisions. Donc quels sont les résultats attendus avec cette trajectoire? Ce qu'on espère, c'est que cette trajectoire va permettre d'harmoniser les pratiques et ainsi on espère que chaque petite fille, chaque femme va bénéficier de la même qualité, de la même prise en charge, quelle que soit la structure où elle est accueillie. C'est évident que ce n'est pas cette petite présentation qui pourra donner tous les éléments, donc je vous invite à aller plus loin en vous connectant sur la plateforme e-learning. Et sur cette plateforme, c'est gratuit, vous allez pouvoir faire une formation en ligne à votre rythme. Donc vous avez une section asile, une section santé, une section sociale, une section travail avec les communautés. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour la faire et je vous la conseille parce que là vous trouverez vraiment toutes les informations. Voilà, merci beaucoup.